Bonsoir et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info ce mardi. Voici le décryptage de l'actualité pour commencer. C'est le Nigeria qui nous intéresse ce soir. On va évoquer l'enlèvement d'élèves après Chibok. C'est à Kankara que des hommes armés à moto ont fait une descente dans un pensionnat où vivent quelques 800 garçons dans le nord-est de l'état de Kachina. Les assaillants sont arrivés à moto et ont commencé à tirer en l'air, provoquant la fuite des populations. Selon des témoins, ils ont pris pour cible vendredi soir l'école secondaire scientifique gouvernementale dans l'état de Kachina. Les militaires ont déclaré avoir localisé la cachette des assaillants dans une forêt et avoir échangé des coups de feu avec eux. On va y voir plus clair dans ce sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Nouvelle incursion donc des hommes de Boko Haram dans l'état de Kachina. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? En fait, on n'a pas encore toutes les données puisque dans les témoignages, ce qui coordonne, c'est qu'il y a un groupe de personnes qui étaient à moto, qui sont venus attaquer le vendredi aux environs de 22 heures cet internat d'une école scientifique publique qui se trouve au niveau de Kankara. Maintenant, à partir de ce moment, vous avez des témoignages avec des différences. Certains disent qu'ils sont venus, ils ont pris les enfants, d'autres disent non. Il y a la police qui était sur place avec l'armée qui ont résisté. Il y a eu des échanges de tirs pendant plus d'une heure entre les assaillants et les forces de défense et de sécurité qui étaient sur place. D'autres disent, en fait, c'est pendant ces échanges de tirs que les autres qui étaient organisés sont passés par l'autre côté pour prendre une partie des enfants. Certains disent même qu'ils les ont emportés dans un bus, puisque quand on a dit otage, tout le monde se posait des questions. Avec des motos, combien de personnes on peut emporter? Certains disent qu'il y avait un bus dans lequel on les a mis. Et le témoignage le plus intéressant dedans, c'est celui d'un des élèves qui a échappé, qui lui dit clairement qu'on les a mis dans un bus pour les transporter. C'est le témoignage le plus clair. Donc c'est ça qui ressemble à ce qu'on pourrait appeler le modus operandi de cet enlèvement à la limite extraordinaire, parce qu'après Chibok, on ne s'attendait pas encore à voir un enlèvement de cette taille. Donc, ils sont venus quand même dans cet internat où résidaient plus de 800 étudiants. Est-ce qu'on sait exactement le nombre d'élèves qu'ils ont pu enlever? Combien y en a-t-il actuellement entre leurs mains? On ne sait pas actuellement quel est le nombre. Officiellement, on parle de 333 personnes. Ce jeune homme dont je parle qui a témoigné, lui, il dit que quand ils étaient dans le bus, ils ont demandé aux élèves de se compter eux-mêmes. Le système qu'on utilise, 1, 2, 3, il dit selon lui, il y en avait 520. Donc les chiffres ne concordent pas. Et pour le moment, l'État n'est pas encore en mesure de faire la différence entre ceux qui ont été kidnappés et ceux qu'on n'a pas retrouvés. Puisqu'après l'événement, les élèves se sont dispersés. Certains sont tout simplement rentrés à la maison. Certains même ont tout simplement quitté la zone parce qu'ils ne sont pas originaires de la zone. Ils ont pris les bus pour rentrer tout simplement dans leur localité d'origine, etc. Donc, il y a encore un travail à faire pour savoir d'abord combien d'élèves manquent à l'appel. Et dans ce combien d'élèves qui manquent à l'appel, combien de personnes ont été emportées par les ravisseurs et combien sont allés rejoindre tout simplement leur domicile pour des raisons de sécurité. C'est vrai qu'on pense immédiatement à Boko Haram, mais est-ce que cette attaque a été revendiquée et par qui? Pas encore clairement revendiquée, mais il est tout à fait logique qu'on passe à Boko Haram, puisqu'ils l'avaient fait à Chibok. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est conforme également à leur idéologie, puisqu'ils sont contre l'école qui enseigne autre chose que la religion, de sorte que s'il y a une attaque contre une école qui a pour but de déstabiliser le système éducatif au niveau du Nigeria, on peut penser à Boko Haram. On peut penser également à la branche dissidente de Boko Haram qu'on appelle Ansarou, puisque d'un point de vue idéologique, même s'ils ont des désaccords sur certains aspects, il y a également des éléments qui sont partagés par les deux. Mais puisque c'est Boko Haram qui avait fait le premier coup, a priori, beaucoup de gens pensent plutôt à Boko Haram. Et certains analystes disent même que c'est Boko Haram qui veut dire aux gens que, bon, attendez, vous nous aviez affaiblis. On n'avait pas pu faire depuis quelque temps des actions extraordinaires. Nous nous sommes réorganisés et c'est une façon de prouver cette réorganisation parce que le modus operandi qui est décrit, si c'est exactement comme cela que ça s'est passé, ça veut dire que ces gens se sont véritablement préparés avant de venir attaquer en amenant même un bus pour dire qu'ils avaient prévu de prendre les élèves et d'amener avec eux.
Qu'est-ce qui explique ce genre d'enlèvement que perpètre souvent Boko Haram dans ces parties du pays? Une chose est sûre, ils veulent déstabiliser le système scolaire. Puisque pendant un temps, ils l'avaient fait avec les filles, puisqu'ils n'étaient pas d'accord que les filles continuent dans ce système scolaire. Mais ce n'est pas une affaire de filles seulement. Boko Haram, en fait, leur nom, Boko Haram, puisque c'est en fait ça, ces livres haram comme interdits. Ils veulent considérer que cet apprentissage, d'un point de vue islamique, est un apprentissage qui n'est pas légal, qui n'est pas licite. Ce qui, bien sûr, n'est absolument pas vrai, c'est du complètement fou. Mais ça, c'est une idéologie au niveau de Boko Haram. Et c'est pourquoi on leur a donné ce surnom. Parce que ce n'est pas leur nom, c'est un surnom qu'on leur a donné, puisque c'est eux qui l'ont dit, c'est eux qui l'ont démontré à travers leur discours et à travers leur action. L'autre élément, ils veulent peut-être montrer que, bon, le Boko Haram qui avait été affaibli a pu se réorganiser, ils ont pu retrouver des ressources, ils ont pu retrouver des personnes. Donc, il faut qu'on sache qu'ils sont encore là, bien que tout le monde sait qu'ils étaient là. Il y avait quand même des actions. Dans la même zone même, il y a eu un kidnapping 2 jours avant, où il y a un chef qui avait été kidnappé avec une dizaine de personnes, mais il n'avait pas encore posé d'acte extraordinaire comme celui-là, qui peut être une sorte d'annonce d'un retour de Boko Haram et de ses actions néfastes pour les populations du Nigeria. Est-ce qu'il y a aussi des possibilités de considérer qu'en prenant des garçons comme ça, c'est qu'ils veulent renforcer leur base combattante? Mais tout à fait. Actuellement, c'est ce qui inquiète tout le monde. Quand ils avaient pris les filles, c'était pour en faire des femmes, c'était pour les vendre, etc. C'était très clair. S'ils prennent des garçons, la crainte, c'est qu'on retrouve au Nigeria ce qu'on a vu également dans d'autres zones de guerre. Quand les gens se rendent compte que les effectifs sont en train de diminuer, on part kidnapper des jeunes garçons, on leur apprend le maniement des armes, on les met dans le système et finalement, ils deviennent des soldats de Boko Haram. Espérons que ce n'est pas ce qu'ils comptent faire, parce qu'avec ce qu'ils font déjà comme crime, c'est déjà suffisant pour qu'ils ne prennent pas encore des jeunes qui ont été scolarisés pour les transformer en criminels pour rien du tout. Est-ce que c'est une première fois que des groupes armés font irruption dans l'état de Kachina? Non, on est dans cette zone où il n'y a aucune stabilité de façon générale au niveau du nord du Nigeria. C'est vrai que Maïdoubouri est la zone la plus touchée dans cette partie du Nigeria, mais de temps à autre, il touche également d'autres parties du Nigeria avec des attaques qui surprennent parfois même, puisque théoriquement, on ne s'attendait pas à des attaques de cette dimension. Puisque Maïdoubouri, tout le monde sait que c'est leur base. Les autres, ce n'est pas leur base, mais ça ne les empêche pas, comme je l'ai dit, quand ils s'organisent, parce que quand tu vois une telle opération, il est clair que ces gens ont pris la peine de s'organiser, puisque après Chibok, l'État avait pris la peine de mettre des services de sécurité au niveau des établissements. C'est pourquoi il y a eu ces échanges de tirs pendant plus d'1 heure, puisqu'il y a des gens qui étaient là pour pouvoir protéger les élèves, mais certainement, ils sont venus avec une force de feu qui n'était pas équivalente à celle de ceux qui devaient défendre les enfants. Selon les témoins, est-ce que les assaillants étaient nombreux? On n'a pas encore une idée sur le nombre, puisque c'est comme si c'est les coups de feu qui ont attiré les gens. On n'a pas vu le peloton venir s'approcher de l'école. Et souvent, dans ces conditions, il faut être quand même très courageux pour essayer de regarder et de compter les motos. Ce qui est sûr, c'est qu'il devait y avoir du nombre, parce que si certains se sont mis à échanger des coups de feu et que les autres sont passés de l'autre côté pour attraper les enfants et mettre dans les bus, en tout cas, ce n'est pas une dizaine de personnes qui sont venues pour faire une telle attaque. Combien ils étaient, on n'a pas encore une idée sur le chiffre exact. Mais tout cela montre aussi que la résistance qu'ils ont eue au niveau de l'école, après cette résistance, n'a pas été capable de les poursuivre pour éventuellement les intercepter. Non, ils ont été juste capables de les empêcher de rentrer dans l'école par la partie officielle. Ça a juste servi à cela. Mais eux, ils étaient plus organisés, ils avaient leur stratégie. C'est comme s'ils ont fait exprès de faire ouvrir le feu par la porte principale pour passer par une porte dérobée et puis aller prendre les enfants. D'ailleurs, les premiers enfants qui ont échappé, ceux qui les ont fait échapper, ils ne sont pas passés par cette porte, c'est ceux qui ont sauté par les fenêtres et autres. Donc, ils étaient ni sur le front d'un côté, ni sur le front de l'autre. Ils ont réussi à s'enfuir. Ceux qui n'avaient pas réussi à passer par les fenêtres, c'est une partie de ceux-là qui ont été kidnappés par ces ravisseurs-là. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas suffisamment de gens, parce que sinon, ils se seraient également tournés vers ceux qui devaient kidnapper les enfants pour pouvoir les empêcher d'amener les enfants, mais certainement pour résister au feu qu'ils avaient en face
ils n'étaient certainement pas suffisamment nombreux déjà pour pouvoir se diviser encore en deux et essayer de protéger les enfants. Donc, clairement, on était quand même en face d'assaillants qui connaissaient bien la zone. Non, c'est clair. Ça, il est très clair que ces gens ont bien regardé la zone, ils ont bien étudié la zone, ils ont bien choisi le moment, parce que même rien que le bus devrait pouvoir attirer l'attention des gens. Qu'est-ce qu'un bus vient faire à 22 heures à côté d'une école? S'ils ont fait tout ce travail, c'est qu'ils ont pris la peine de préparer minutieusement cette action-là. Quelle est la motivation réelle? On attend peut-être la revendication, puisque généralement, c'est dans les revendications qu'ils expliquent pourquoi ils ont fait telle ou telle action. Il n'y a pas encore cette revendication pour le moment. Est-ce qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, les opérations de ratissage pour retrouver d'éventuels enfants ou même ces ravisseurs, est-ce que ces opérations ont cessé? Non, les opérations n'ont pas cessé. Officiellement, les militaires disent qu'ils ont repéré les ravisseurs dans une forêt. Il y a eu même des échanges de tirs entre eux. Les autres disent non, ce n'est pas encore clair. On donne l'information juste pour calmer la situation, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'avec Chibok, c'est le même type d'information qu'on a donné de jour en jour, et parfois on est resté pendant des années sans pouvoir retrouver une partie de ces filles qui ont été kidnappées. Espérons que pour cette fois, ils sont effectivement pas loin des ravisseurs et qu'ils parviendront à les empêcher de partir avec ces jeunes innocents. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Passons tout de suite à la pause et après on se retrouve avec l'invité de ce soir.